Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première activité scientifique de l'équipe Réseau Proximité. Donc, c'est une première activité parmi une série d'autres activités qui seront organisées là, dans la prochaine année. En fait, je prends peut-être quelques minutes pour vous présenter rapidement l'équipe Réseau Proximité parce que c'est une jeune équipe. C'est une équipe en partenariat, en fait, qui est financée par le FRQSC depuis un peu plus d'un an maintenant, en partenariat avec la Ville de Québec, en partenariat avec le regroupement des organismes communautaires de la région 03 et plusieurs directions du CIUS de la capitale nationale, avec évidemment notre centre de recherche Vitam là, qui nous soutient à travers nos différentes activités. Et on souhaitait justement organiser des activités pour réfléchir sur différentes thématiques en lien avec l'équipe qui s'intéresse aux partenariats, aux innovations sociales qui visent à intervenir, je dirais, à développer de meilleures interventions là, pour intervenir auprès des populations en situation de vulnérabilité ou marginalisées. Donc, c'est le mandat de l'équipe et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir ma collègue Géraldine Layani, qui va venir vous présenter, en fait, repenser, la présentation porte sur repenser les soins et services de proximité par la mobilisation citoyenne, et elle va donner deux exemples d'approche territoriale concertée. Je vous présente Géraldine. Donc, après avoir pratiqué la médecine d'urgence en France et au Québec de 2012 à 2017, Géraldine exerce en GMFU à l'Université de Montréal depuis 2017. Actuellement, au GMFU Notre-Dame à Montréal, est également chercheuse régulière au Centre de recherche du CHUM et professeure adjointe clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. En 2015, elle a complété une maîtrise en épidémiologie clinique à l'Université Laval pour laquelle elle a été récipiendaire d'une bourse des Instituts de recherche Santé Canada. En 2020, elle a complété le programme interdisciplinaire pan-canadien Training Research Leaders in Primary Healthcare Research, offert par l'Université Western en Ontario. Et depuis 2024, elle est chercheuse clinicienne boursière junior 1 des fonds de recherche du Québec en santé. Depuis 2025, elle est co-titulaire de la chaire de recherche en gestion optimale des maladies chroniques et en mai 2025, elle a reçu le prix de la contribution en recherche du Collège québécois des médecins de famille pour ses travaux de recherche qui portent qui visent à mieux comprendre en fait l'implantation et les effets des interventions de santé menées en collaboration intersectorielle en soins primaires pour, avec et par les personnes vivant avec des maladies chroniques. Donc, merci beaucoup, Géraldine, d'avoir accepté cette invitation-là. Je salue aussi les personnes en ligne. Je crois qu'on est autour de peut-être une quarantaine de personnes en ligne. Donc, je vous demanderai de garder vos micros fermés pendant toute la conférence. Et aussi, pour les personnes en ligne qui souhaitent poser des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. Et Julie Wallet, qui est à distance aussi, va pouvoir, euh, va pouvoir poser vos questions. Je précise aussi que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée et il y a un lien là, qui va vous être acheminé euh, si vous souhaitez distribuer ou en tout cas auprès de vos collègues la présentation. Alors, merci Géraldine, je te cède le micro. Merci beaucoup. Merci, Nancy, pour cette introduction. Donc, comme présenté, donc, je vais vous parler des soins et services de proximité et notamment de deux modèles territoriaux qui sont implantés actuellement en milieu rural, semi-rural au Québec, qui sont des initiatives pour l'un de recherche et une autre initiative qui a été effectuée par une gestionnaire du réseau de la santé. Mais avant de vous parler de ces deux exemples, j'aimerais revenir sur quelques concepts avec vous, notamment le premier sur les soins et services de proximité. Il y a eu un cadre des soins et services de proximité qui a été publié en 2023 par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui propose la définition suivante, qui en fait définit les services de proximité comme un ensemble de services généraux, spécifiques et spécialisés, donc tant du côté santé que social, ainsi que des services de santé publique adaptés aux besoins de la population à l'intérieur d'un territoire ciblé grâce à l'intervention des différents partenaires publics, privés et communautaires
intrasectoriels et intersectoriels, et les services de proximité sont visibles et connus pour assurer un accès optimal aux ressources de la communauté et du réseau de services de santé et de services sociaux, en plus de maintenir un lien de confiance avec la population. Donc là, vous voyez, vous avez beaucoup de concepts. On attend à la fois la notion de santé, mais dans une vision de santé globale, une notion aussi de territoire et une notion aussi de partenariat, tant avec nos partenaires publics que privés, mais aussi l'ensemble de la société civile qui sont présents dans le cadre de ces définitions. Et en 2023, quand ce cadre-là a été proposé, ben, il y avait surtout, je pense, une volonté de vouloir faire différemment et faire mieux, mais après, il y a tout le volet de l'opérationnalisation qui reste encore à mettre sur pied. Et je dirais que dans les cas concrets, aujourd'hui, étant aussi médecin de famille, c'est pas des modèles qu'on voit encore généralisés, mais d'avoir cette définition et ce cadre-là de poser, je pense que c'est au moins une bonne piste pour la suite pour se donner les moyens d'aller vers l'approche collaborative et ce qui fait sens pour l'ensemble de nos soins. La deuxième définition que je souhaitais aussi vous mentionner dès le début de la présentation, c'est la collaboration intersectorielle. Ben, qu'est-ce que c'est selon l'OMS, défini en 2008? Ce sont toutes les actions qui sont entreprises par des secteurs extérieurs au réseau de la santé, qui sont menées en collaboration avec le secteur de la santé sur des résultats en matière de santé ou d'équité de soins ou sur des déterminants de santé. Donc, on voit que donc la collaboration intersectorielle, ce n'est pas nouveau, c'est défini depuis longue date, et on voit aussi tous les effets potentiels pour pouvoir améliorer la santé des personnes. Pourquoi est-ce qu'on parle des soins et services de proximité et de la collaboration intersectorielle? C'est tout simplement parce que quand on regarde dans la littérature, on voit que le système de santé ne contribue qu'à 20% des effets sur la santé d'une personne quand il agit au mieux de ses capacités et que pour pouvoir agir sur l'ensemble des facteurs qui affectent la santé des personnes en général et sur la population, il faut prendre en compte l'ensemble des déterminants socio-économiques, environnementaux, génétiques d'une population pour pouvoir agir sur le 100% des facteurs. Et l'autre élément aussi, pourquoi est-ce qu'il faut penser les soins et services de proximité et les repenser? C'est tout simplement pour adresser ce que la littérature nous dit, c'est toute la complexité de la population qui mieux répondent aux besoins des personnes. C'est pour aussi favoriser la continuité des soins et services intégrés. Et donc, on a vu dans la définition qu'on parlait d'accès, mais toute la notion de continuité est essentielle aussi pour pouvoir prendre soin de la population. C'est aussi pour promouvoir l'équité en santé, renforcer les capacités locales d'action et donc redonner le pouvoir d'agir à des territoires pour avoir des territoires en meilleure santé et améliorer l'expérience des patients, des personnes, mais aussi des résultats de soins dans la population. Donc, pour pouvoir faire ça, bah, il faut aussi avoir des outils. Là, c'est en tout petit, puis je suis désolée et je pourrais partager la présentation, mais repenser aussi les soins et services de proximité, ça nécessite de repenser les déterminants sur lesquels on agit et voir qu'est-ce qu'on souhaite mesurer. Ça, c'est les résultats qui ont été soumis pour publication par l'ensemble de mon équipe, où on a fait un travail dans le cadre d'un scan environnemental et d'une scoping review et des travaux sur l'obésité et sur le diabète, où on a voulu s'outiller sur l'ensemble des déterminants de santé. On est parti d'un travail qui a été publié par le County Health Ranking and One Maps qui ont défini des déterminants de santé qui peuvent être utilisés à l'échelle individuelle. Et avec une revue narrative et un atelier délibératif avec 4 patients partenaires et l'ensemble de l'équipe de recherche, on a réadapté ce cadre-là pour pouvoir disposer d'un cadre qui permettrait de pouvoir cibler l'ensemble des déterminants de santé qui affectent les personnes avec maladies chroniques et qu'on a utilisé notamment dans le cadre de nos revues systématiques pour pouvoir classer l'ensemble des déterminants et mieux s'outiller et avoir aussi des meilleurs portraits de santé globale. Donc, comme je nommais, repenser les soins et services de proximité, ça veut dire aussi sortir de nos cliniques, sortir de nos réseaux de soins pour aller agir sur l'ensemble des déterminants de santé et donc aller plus largement que les données uniquement biomédicales qu'on peut évaluer comme professionnels de santé dans nos bureaux. Pour qui ça s'adresse? Ben, je dirais pour tous, pour tout citoyen, pour toute personne qui vit sur un territoire. Moi, j'ai axé mes travaux dans le contexte des maladies chroniques parce que c'est un enjeu de santé qui est important d'un point de vue santé publique
tant reliés au vieillissement de la population que les coûts qui sont associés, mais aussi par rapport aux différentes approches qu'on doit mettre en place dans nos milieux de soins. On parle là d'intersectorialité, mais il y a aussi toute l'interdisciplinarité qui est à mieux coordonner, l'interprofessionnalisme aussi qui est à promouvoir. Puis dans le cas de contexte de maladie chronique, on a aussi tout l'impact psychologique, social, qui est essentiel à prendre en compte. Mieux vivre avec une maladie, impacter aussi sur la qualité de vie, le bien-être est essentiel pour pouvoir mieux vivre avec un état de santé chronique. Et sur lequel je ne m'étendrai pas là aujourd'hui dans le cadre de ma présentation, mais qui me tient aussi à cœur, c'est aussi toute la notion de l'autonomisation des personnes qui vivent avec des conditions de santé chroniques, tous les outils aussi qu'on peut mettre en place pour agir sur la promotion, la prévention de la santé sur un territoire donné, pour pouvoir ralentir puis agir aussi plutôt sur les conditions de santé chronique. Et donc tous ces éléments sont essentiels à prendre en compte quand on veut bien pouvoir agir sur l'ensemble de cette population. Donc, un autre point avant de commencer à vous parler des deux exemples aussi, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser des citoyens, notamment dans le cadre des projets de recherche. Donc là, je vous propose une façon de faire, mais il y en aurait aussi probablement d'autres suivant d'autres méthodologies de recherche. Mais l'approche de recherche participative est une des façons de faire pour pouvoir mobiliser les citoyens dans le cadre dans le cadre de la recherche. Puis c'est la manière que moi j'ai utilisé la recherche pour pouvoir mettre sur pied les projets. Donc la recherche participative, c'est toute démarche scientifique qui implique activement les personnes concernées, qui peuvent être issues de différents secteurs dans toutes les étapes de la recherche. Elle vise à produire des connaissances qui sont au plus proche des besoins du terrain, au plus proche du besoin des personnes, qui sont aussi pertinentes pour elles socialement et plus facilement adaptables. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les questions qui sont étudiées vont refléter réellement les priorités des personnes concernées. Les participants peuvent aussi apporter leur savoir vécu, qui sont souvent complémentaires des approches qui sont plus académiques. La coopération favorise aussi une meilleure acceptation des résultats. Et dans le cadre de la recherche participative, les solutions développées sont plus réalistes, ancrées dans le quotidien et plus facilement transférables. Concrètement, en pratique, je vous ai proposé une synthèse très très simpliste, mais qui nous montre le pont qui est établi dans la recherche participative entre les savoirs scientifiques et les savoirs vécus des personnes concernées. Et donc, dans le cadre des démarches participatives, depuis le début de l'idéation d'un projet de recherche, on co-construit la question ensemble par différentes méthodes. Ensuite, la collecte de données et l'analyse se fait aussi de manière participative, toujours en redonnant avec l'ensemble des parties prenantes. L'interprétation des résultats et la rédaction peut aussi se faire de manière conjointe et associée, et la diffusion se fait aussi de manière participative pour s'assurer que tout au long du continuum de la recherche, on s'assure que les données produites puissent être utiles et pertinentes pour un milieu donné. Ce type de recherche a des bénéfices qui sont de pouvoir mettre en place des approches plus humaines et contextualisées, de favoriser aussi l'autonomisation des participants et de produire des connaissances plus utiles. Par contre, ça a aussi le défi de demander beaucoup plus de temps, de la coordination. Donc, ça veut dire aussi souvent des projets qui sont parfois moins valorisés d'un point de vue scientifique et qui peuvent aussi entraîner certains enjeux d'un point de vue financement parce que ça nécessite parfois des financements plus conséquents quand on veut mettre en place ce type de recherche-là. Ça nécessite aussi un maintien d'une vraie collaboration et d'éviter une participation symbolique qui est d'éviter d'être juste dans des liens contractuels de recherche et donc c'est d'établir des relations qui prennent du temps, qui peuvent prendre aussi de l'énergie, mais qui prennent aussi une véritable compréhension de ce que vivent les personnes sur le terrain. Et ça, ce sont des liens qui ne sont pas toujours visibles ou qui ne se traduisent pas concrètement ou directement par un résultat de recherche, mais qui sont payants dans le temps quand on établit des liens avec les équipes. Et ça nécessite aussi une formation mutuelle pour travailler efficacement ensemble avec de la formation qui doit être reconnue de part et d'autre, puis des limites aussi reconnues de part et d'autre dans les différents domaines impliqués. Donc, je vais passer au premier exemple de l'Anaudière, le projet de démarche de santé durable,
qui est un projet qui a été réalisé à l'initiative de Marilène Ricard, qui est PDGA au CIS de Lanaudière, et Philippe Mélençon, qui soutient aussi l'ensemble de la démarche, qui est médecin de famille en GMF à Saint-Donat. Et je suis accompagnée de Nadia Sourial et Mylène Breton comme co-chercheuses qui sont aussi présentes dans le cadre de ce projet. Donc, pour refaire une histoire courte, euh, c'est un projet de recherche qu'on n'a pas mené et bâti depuis le début. Je dirais que l'initiative, puis là, l'objectif de ce volet-là, pour nous, était de réaliser le modèle logique de l'intervention qu'ils ont mis en place et d'identifier les différents outcomes qui seraient pertinents à évaluer pour regarder l'efficacité de leur intervention. Pour la petite histoire, la manière dont on a été approché pour ce projet-là, c'est Marilène Ricard qui avait entendu ma collègue Nadia Sourial lors d'un congrès de première ligne il y a 2 ans présenter sur les déterminants de santé, les différentes interventions. Et Marilène a nommé un travail qu'elle a initié de son côté dans le cadre du projet pilote qui a été poussé notamment suite à la publication du cadre des soins et services de proximité que je vous ai présenté au début en 2023. Et dans le cadre de la publication de ce cadre-là, il y a eu plusieurs CCCIUS qui ont levé la main pour mettre en place des projets pilotes sur leur territoire. Marilène Ricard fait partie de ces personnes-là qui ont mis sur pied un projet pilote et qui ont réfléchi à voir comment est-ce qu'on pouvait rendre opérationnel ce cadre des soins et services de proximité sur leur territoire. Donc, ils ont tout d'abord effectué des constats, puis je vais pouvoir vous montrer le modèle logique, puis les différents modèles que eux ont développés aussi à travers la démarche et qui leur a permis d'opérationnaliser le cadre des soins et services de proximité. Mais les premiers constats qui ont été faits ont été, je dirais, comme assez global dans différents milieux qu'on peut avoir, tant des constats sur des manques de ressources au niveau professionnel, des constats aussi au niveau d'un portrait populationnel, puis j'ai plusieurs données à vous partager juste après, tant une population qui est à la fois vieillissante, une population aussi avec différents besoins, notamment dans le cas des contextes plus traumatologiques l'été, parce que c'est une population qui est multipliée par 3 à 4 l'été, notamment avec l'ensemble des chalets qui sont plus occupés. Donc, c'est ce que je comprends. En tous les cas, c'est une population qui vit à 2 niveaux. Et un élément qui est ressorti aussi très fort, que Marilène m'a partagé, c'est la notion aussi de besoin non, non ressenti par la population qui était non manifesté. Et pour elle, ça représentait un élément majeur de dire que la population elle-même ne manifestait aucun besoin parce qu'elle ne les percevait pas. Et donc, ils ont dû aller réfléchir avec la santé publique, voir comment est-ce qu'ils pouvaient identifier ces besoins-là pour mieux les adresser au niveau des différents territoires et communautés sur lesquels ils voulaient agir. Et avec un travail exhaustif de la part de Marilène et de multiples recherches, elle a aussi rapidement intégré toute la notion de responsabilité populationnelle, la notion d'interprofessionnalisme, d'intrasectorialité, d'intersectorialité dans le cadre du modèle qu'elle a mis sur pied. Je vous donne quelques faits saillants parce que le cadre après est beaucoup trop petit pour lecture. Encore une fois, je m'excuse ces éléments-là, mais je vais vous donner tous les éléments, puis vous pourrez, le document aussi sera partagé, puis vous pourrez le consulter. Mais je pense qu'il y avait quelques éléments et faits saillants qui sont importants à mettre de l'avant dans le cadre qui a été développé par Marilène et son équipe. C'est la notion de création d'axes. Ils ont eu une vision dès le départ, enfin une vision qui a progressé avec le temps. Au départ, d'améliorer les soins et services de proximité en retravaillant toute la notion d'accès et de continuité des soins à partir des CLSC. Donc, ils sont partis de leur CLSC, des ressources existantes. Ils ont utilisé les ressources pour redéfinir les rôles et les différentes orientations de leurs patients en parlant de CLSC renouvelés. Donc ça a été un point de départ avec, je dirais, un moment fort de se positionner en prenant action à partir des règles existantes, mais en déconstruisant pour reconstruire. Donc ça a été quand même, je pense, un élément fort de leur démarche. Et l'autre axe qui a émergé au fur et à mesure de leur démarche, c'est l'axe sur la santé durable, où en travaillant avec les territoires, avec les municipalités, avec les citoyens,
très rapidement, ils en sont venus à dire qu'il fallait travailler sur l'approche des déterminants de santé et qu'il fallait agir à ce niveau-là. Donc, en plus de travailler à l'interne au niveau du réseau de la santé, ils se sont outillés de tables de travail partenariales à l'extérieur du réseau pour à la fois coordonner, donc vraiment mettre en place une action concertée avec l'ensemble des acteurs à l'extérieur du réseau, mais ils ont aussi donné l'opportunité à ces acteurs-là de travailler au sein de leur propre réseau pour amener l'information. Et à travers ces différentes tables de travail, ils ont défini des territoires qu'ils ont nommés des territoires vécus. Et ça, c'est des définitions qu'ils ont travaillées avec la santé publique pour pouvoir travailler sur des frontières et identifier des territoires qui seraient plus propices à certaines actions. Et donc, ils ont eu dès le début de cette initiative, la volonté de dire on est dans une région qui est très grande, où il y a peu de population, mais on ne mettra pas les mêmes processus et les mêmes règles pour tous. Donc sur un petit territoire comme Saint-Michel-des-Saints, où il y a 5000 habitants, on a eu des actions qui ont été posées avec une organisation qui a été faite. Du côté de Saint-Donat, de la même façon, ils se sont outillés et ils ont agi autrement avec les ressources qu'il y avait localement. Puis on voit bien que même les deux maires de ces deux municipalités n'avaient pas les mêmes réalités et n'avaient pas les mêmes moyens pour pouvoir agir. Et il y a eu des apprentissages de fait sur ces deux endroits pour être capable de réagir. Ils ont aussi détourné le gap pour... Oups, excusez-moi. Je vais juste remettre un là. Est-ce que c'est bon pour nous? Ouais. Ils ont aussi détourné le gap pour faire un gap local de proximité qui visait donner un accès à toutes les personnes sur un territoire donné, puis mieux les réorienter selon les besoins auxquels elles avaient accès, puis des besoins tant au niveau clinique que sur l'ensemble des services offerts par le territoire. Ils ont aussi repensé, pas partout, parce qu'à Saint-Donat, il y a des médecins de famille qui sont présents au GMF, mais du côté de Saint-Michel-des-Saints, il n'y a plus de médecins de famille en CLSC. Ce sont des médecins qui viennent effectuer des remplacements et donc ils ont détourné, quand je dis détourné, ils ont utilisé le principe aussi de facturation pour pouvoir mobiliser leurs médecins et au-delà d'assurer un accès, ils ont créé des manières de faire pour assurer une continuité aussi de soins et services. Et ils ont intégré les services communautaires, municipaux, privés, scolaires à même ces tables partenariales, mais aussi en créant des nouveaux rôles. Donc, comme je dis, je m'excuse de ce cadre-là, mais vous pourrez le consulter. C'est juste pour vous dire que ce travail est en cours. On a structuré avec eux toute une démarche pour mieux comprendre le concept, le contexte dans lequel on est, que je viens de vous présenter. Leur objectif qui est d'offrir un accès et une continuité des soins et services de proximité intégrés, adaptés aux caractéristiques du territoire par la mobilisation intersectorielle, axée sur la santé durable et sur une responsabilité qui est partagée à tous les citoyens et qui vivent sur des territoires éloignés. Et là, on a travaillé sur ce modèle-là, sur la MRC de la Matawini, volontairement en disant que chaque milieu avait sa propre façon de faire. Les composantes, c'est les deux axes que je vous ai nommés. Et dans ces composantes-là, vous pourrez consulter, mais c'est toutes les tables de travail qui ont été mises en place, tant par catégorie de professionnels qui ont été effectuées. Les différentes activités, c'est les activités que je vous nommais qui ont permis d'activer l'ensemble de l'approche intersectorielle. Et ils ont identifié des indicateurs potentiels, mais ils en sont encore à évaluer donc de manière plutôt descriptive. Aujourd'hui, les rendez-vous qui sont donnés en plus sur des échantillons qui sont à l'échelle de leur territoire vécu et ils visent à avoir des retombées à plus long terme sur l'ensemble des déterminants de santé. Et ça, ce sont des éléments qui vont être aussi à définir pour savoir comment est-ce qu'on mesure des déterminants de santé, parce qu'aujourd'hui, ça nécessiterait d'avoir accès tant au DME, puis à d'autres caractéristiques qui sont possibles, mais qui n'ont pas encore été définies présentement. Donc ça, c'est leur modèle de santé durable, avec, comme vous voyez, un accès, avec une porte d'entrée en fait conjointe et un accès qui se fait via le municipal, via la communauté, les partenaires communautaires, le GMF, donc ça c'est du côté de Saint-Donat, et le guichet de proximité qui est le CLSC renouvelé, qui a été repensé pour pouvoir redistribuer ou redispatcher l'ensemble
personne d'un territoire donné, qu'il soit ou pas inscrit à un médecin de famille, avec une notion de triage et de filtre de pertinence qui est effectuée par une infirmière du GAP, avec un numéro qui est localement dédié à la communauté. Et après, suivant les différentes situations, ils se sont outillés, puis ils ont réparti les différents intervenants qui doivent être mobilisés, avec une particularité, puis qu'on voit peut-être pour ceux en ligne, ça va être plus gênant, mais ici avec notamment ce rôle-là, l'ARH, qui est l'agent de ressources humaines. Donc pour ceux qui sont en ligne, c'est sur le bloc gris, qui est une intervenante qui a été créée et développée qui a été pensée avec l'équipe de Marilyn Ricard, qui est une personne pivot qui serait l'équivalent dans la littérature du community health worker, qui pourrait être l'équivalent dans les réseaux locaux de services, le pont et la jonction entre le réseau de la santé et la communauté, qui est la personne qui assure la continuité dans la communauté d'une personne qui a eu à vivre un épisode de soins, mais qui fait aussi du dépistage dans la communauté pour ramener les personnes vers le réseau de soins. Donc ça, c'était une personne qui était sur le 8-1-1 et ils ont utilisé cette ressource-là pour l'adapter vers la communauté en disant, non, on a besoin de ce rôle-là pour pouvoir mieux s'outiller. Un autre rôle qui n'est pas présent ici parce que j'y pense et qui est à l'extérieur aussi du réseau de la santé, ça c'est du côté de Saint-Donat. Ils ont créé un poste aussi de ressources humaines à la mairie où cette personne-là est en contact direct avec les gens du GMF pour toujours arrimer les éléments, tout ce qui va être notion de santé avec les besoins de la population au niveau santé, avec les ressources qui sont potentiellement liées avec la municipalité. Il y a un travail conjoint qui est fait où là, c'est une personne qui est directement engagée par le maire pour pouvoir faire ce pont avec le réseau de la santé et s'assurer que les actions au niveau municipal puissent aussi répondre aux besoins de santé de la population. Donc là, c'est le rôle que je vous nommais, l'ARH de proximité. Comme vous voyez, c'est un pont avec une action bidirectionnelle et des interactions avec l'ensemble des partenaires d'un territoire donné. Et ça, c'est les données que le CIS de l'Anaudière a commencé à documenter sur notamment la mesure de rendez-vous donnés pour la population donnée ou à l'échelle du CLSC de Saint-Michel-des-Saints, ils ont vu une augmentation du nombre de rendez-vous offerts avec la réorganisation du CLSC de proximité. Et ça, c'est une carte aussi partagée par Marilyn Ricard qu'elle a présentée au Symposium des innovations en mai dernier où elle montrait donc le modèle qui est actuellement implanté dans quelques territoires vise à être déployé sur donc l'ensemble de la région avec toujours une volonté de pouvoir bien identifier les besoins de la population, répondre à la demande de cette population en faisant arrimer l'offre de services disponible sur le territoire vécu d'une population donnée. Le deuxième exemple que je vais vous partager est issu d'un projet de recherche participative citoyenne que j'ai mené avec Laurence Berthelet, qui est une citoyenne de la région de Chaudière-Appalaches et qui avait posé la question en 2023 de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer le parcours de vie des personnes qui vivent en situation d'obésité par la collaboration interdisciplinaire avec mes intérêts de recherche et ma volonté aussi de dire il y a aussi d'autres choses à l'extérieur du réseau de la santé. On a retravaillé cette approche-là en intégrant l'approche intersectorielle et voir comment est-ce qu'on peut mieux soutenir les personnes qui vivent en situation d'obésité en s'appuyant sur l'ensemble de la communauté. C'est un projet qui implique plusieurs co-chercheurs que vous reconnaîtrez aussi probablement, des patients partenaires activement impliqués, professionnels de recherche et des étudiantes qui ont été impliquées dans différentes étapes de ce projet. Si on a du temps, je pourrais laisser un petit 4 minutes qui présente rapidement la communauté et ce qui a été produit initialement. Ça vous donnera une idée. Surtout, on entend nos patients partenaires témoigner, donc je pense que ça peut être toujours un plus. Je suis pas sûr que ça va fonctionner à distance. Ah, ça va fonctionner probablement pour ceux qui sont sur place. Alors, je peux passer et je vous partagerai la présentation et vous pourrez écouter le petit vidéo. Donc, pourquoi
Est-ce qu'on s'est intéressé à la question de l'obésité? Hormis le fait que c'était un problème qui était essentiel pour Laurence, on est aussi revenu sur les données de la littérature, puis se dire comment est-ce qu'on va pouvoir ramener cette question-là auprès des gestionnaires, auprès de l'établissement, auprès de la communauté, puis parler d'un problème qui touche aujourd'hui presque un tiers des Canadiens. Au-delà de ça, c'est un problème aussi d'actualité qui a été rediscuté puis redéfini en termes de définition par une cinquantaine d'experts qui se sont positionnés dans le Lancet en février dernier et qui ont redéfini l'obésité clinique et préclinique selon des critères pour pouvoir mieux soigner, mieux orienter, mais aussi moins stigmatiser les personnes qui vivent avec de l'obésité. Et donc, c'est un travail qui redéfinit, qui repense la manière d'offrir les soins, mais qui est déjà une avancée par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Peut-être un petit point aussi de partage sur la terminologie qui est proposée par Vital, qui nous a suscité beaucoup de questions dans le cadre de notre équipe de recherche, de savoir comment est-ce qu'on doit parler des personnes qui vivent en situation d'obésité. Dans la littérature scientifique, la terminologie recommandée et discutée avec plusieurs experts qui travaillent sur la question de l'obésité, qui pour moi était nouveau. C'était pas une question nécessairement de maladies chroniques ou cliniques sur laquelle j'avais une expertise. Il y a déjà des collègues chercheurs qui sont experts de ce domaine-là que j'ai aussi consulté. Et donc, dans la littérature scientifique, on parle des personnes vivant avec l'obésité. Et donc, ça, c'est la terminologie recommandée. Les personnes qui ont été impliquées dans le cadre de ce travail-là ont décidé, eux, d'adopter de personnes considérées comme obèses, recommandées par l'organisme Vital. Et donc, c'est la terminologie qu'on a choisi d'utiliser tout au long du projet et qui a été aussi partagée avec l'ensemble de la communauté qui a été mobilisée. Donc, c'est un projet de recherche action participative avec un devis mixte qui s'est passé dans la région de Montmagny. On était parti plus largement au niveau de Chaudière-Appalaches et après plusieurs consultations, on a décidé d'aller sur un territoire plus restreint qui était aussi plus propice à la mobilisation parce que Jean-Pierre Després avait initié tout le travail de santé durable dans cette région-là. Et donc, on nous a orientés vers cette région en disant que c'est un bon momentum pour travailler avec les équipes en place et pouvoir réfléchir à la question de l'obésité, ce qui a été d'ailleurs plutôt gagnant dans le cadre de notre démarche et ce qui a permis aussi de faire arrimer différents projets. Puis là, on est en train aussi d'attacher tout le collectif Agissons Ensemble qui est issu de la démarche de Jean-Pierre avec la communauté d'apprentissage qu'on a mis sur pied. Et d'ailleurs, les équipes nous remercient de prendre soin aussi d'arrimer des initiatives quand on le peut pour éviter de dédoubler et d'épuiser aussi des ressources sur des petits territoires plutôt semi-ruraux comme la région de Montmagny. C'est un projet qui est en co-responsabilité avec Laurence. On a recruté l'ensemble des participants par effet boule de neige. Ça a été des contacts. Au départ, on est parti de la santé publique, de quelques gestionnaires du réseau qui nous ont réorientés vers la communauté, qui nous ont réorientés vers un patient, un citoyen, la municipalité. Donc, ça a été très progressif et un recrutement qui, je dirais au total, s'est effectué quasiment sur 6 mois. Le temps de prendre soin de ces relations, de rencontrer chacune des personnes, de comprendre ses enjeux, de là où est-ce qu'elle était pour pouvoir bien l'engager dans l'ensemble de la démarche. Tout ce projet-là repose sur la théorie de l'acteur réseau, qui est une théorie issue des sciences sociales, pour pouvoir mieux comprendre la complexité de mise en place d'une communauté intersectorielle qui va pouvoir travailler et s'arrimer ensemble. Je mets toujours l'analogie du jeu de Lego parce que je trouve que c'est une bonne analogie quand on parle de la théorie de l'acteur réseau, qui est finalement de penser chaque acteur comme des petits blocs de Lego. Et quand ils travaillent ensemble, bah, selon l'idée du groupe, puis l'enfant qui voudrait faire un chat ou un oiseau, ou bah, finalement le réseau final n'est pas toujours le même, malgré le fait qu'on ait les mêmes acteurs et les mêmes blocs au départ. Donc on voit bien toute la co-construction qui peut être établie à travers cette démarche-là. Et c'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes, là, qui tire à sa fin. On a travaillé d'abord sur la mise en place d'une analyse environnementale. On a essayé de comprendre l'ensemble des problématiques et intéressements des participants pour mettre en place notre intervention. On a mis en place des ateliers de co-design pour co-construire la communauté d'apprentissage qui a été définie à travers les différentes consultations. Et cet hiver, ce projet se conclura avec un forum citoyen qui redonnera l'ensemble des résultats de ces travaux à la communauté et qui, on l'espère, pourra continuer à travailler autour de cette thématique-là. Donc très rapidement,
parce que je vois aussi que le temps passe. Donc, on a fait une analyse environnementale. Ça, c'est le protocole publié, mais tout l'ensemble des résultats que je vous présente là ont déjà été soumis pour publication. On a fait une recension de près de 2000 articles scientifiques, de 5000 sites Internet du côté de la littérature grise pour finalement sélectionner une vingtaine d'articles dans la littérature blanche, 3 sites plus spécifiques au niveau de la littérature grise qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension des caractéristiques des interventions intersectorielles menées pour et par les personnes qui vivent en situation d'obésité et voir quels sont les différents secteurs impliqués, quels sont les différents déterminants aussi mobilisés. On a eu, je dirais, une demi-surprise de voir, puis vous le voyez là à l'écran, que nos voisins américains sont très surreprésentés probablement par les modalités de financement qu'ils ont aussi plus facilité dans le cadre de ce type de démarche-là, mais la littérature blanche est surreprésentée par nos voisins, ce qui nous amène aussi certaines caractéristiques dans le cadre des résultats aussi qu'on a eus, avec des interventions qui sont aussi quasiment exclusivement centrées sur le BMI. Donc, on est même encore loin des nouvelles définitions qu'on a pu voir apparaître là récemment, et la littérature blanche qui nous a aussi permis d'accéder à d'autres types d'informations. En plus de cette analyse descriptive, on a fait une analyse bibliométrique qui nous a permis de pouvoir évaluer avec le nombre d'itérations de mots qu'on avait présélectionnés dans la littérature, dans la littérature sélectionnée, voir comment les différents mots qui sont attraits à notre sujet pouvaient interagir ensemble et voir la distance aussi entre certaines itérations et certaines thématiques. Donc là, c'est la question de l'obésité. Où vous voyez par rapport à la question de maladie, on voit notamment en rouge toute la partie réseau de soins avec une certaine proximité quand on parle du poids, de traitement, de programme, d'intervention. Et en vert et en jaune, vous voyez, en vert, c'est l'ensemble des autres secteurs de la société qui sont impliqués. En jaune, c'est tout ce qui a trait à la communauté. Et on voit que finalement, les interventions puis les liens sont un petit peu plus éloignés. Puis c'est ce qu'on a pu aussi voir à travers les différentes interventions décrites. Ça, c'est les secteurs qu'on a été capable d'identifier comme intervenants dans le cadre des différentes interventions, avec une représentation de près d'un tiers de la communauté, mais aussi du milieu académique qui était très représenté. Et ça, c'est les déterminants de santé qu'on a été capable d'identifier et collecter, avec encore une représentation importante sur l'ethnicité, mais qui vient tout simplement de la littérature blanche américaine qui aussi a surreprésenté cet élément-là, et des interventions qui sont encore très ciblées sur les habitudes de vie, l'alimentation, ce qui est intéressant, mais pas que, et qu'on a tenté aussi de représenter via aussi cette analyse bibliométrique qui nous donne une meilleure compréhension finalement des liens essentiels entre l'ensemble de ces interventions. Puis on voit qu'il y a différents déterminants et différentes actions sur lesquelles on peut agir. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a aussi fait le lien entre les professionnels de santé à gauche et le community health worker, qui est l'intervenant qui ressort quasiment dans toutes les interventions qu'on a pu regarder, qui est ce rôle pivot entre la communauté et le réseau de la santé. Et on voit que à travers cette analyse bibliométrique, le professionnel de santé a une action essentiellement sur le réseau de la santé, tandis que le community health worker est la personne qui va pouvoir faciliter des rôles pivots à l'extérieur du réseau. Et qui peut être joué, comme dans le cadre de notre travail, nous on a identifié la directrice du réseau local de services pour jouer ce rôle-là, et c'est le rôle qu'elle a de manière conjointe avec un représentant de la communauté pour pouvoir actionner les différentes actions. Par la suite, avec nos 25 participants de la communauté, on a fait des entrevues semi-dirigées pour mieux comprendre leur compréhension de l'obésité et aussi identifier des thématiques plus prioritaires sur lesquelles ils voulaient agir. Je vais un petit peu plus vite, où là, je vous montre que la question de l'obésité, elle a amené différents concepts qui étaient en fait essentiellement rattachés à leur propre secteur et leur compréhension. Là, on était dans une étape avant qu'ils aient pu interagir ensemble, donc ça, c'était individuellement. Et tous, malgré leurs différents secteurs d'activité, s'entendaient toujours pour dire qu'il fallait aller vers une approche centrée sur la personne qui n'était pas toujours présente. Et on a fait un deuxième niveau d'analyse avec une analyse thématique de second niveau, où on allait chercher des thématiques conjointes de l'ensemble de ces partenaires de ces différents secteurs de la société, en se disant qu'est-ce qui va pouvoir les réunir et faire ensemble qu'ils puissent travailler ensemble. Et la question de la santé mentale, la stigmatisation et l'accès aux ressources ont été des éléments identifiés comme plus prioritaires.
Par la suite, on a fait des ateliers de co-design, 3 ateliers de mars à juin dernier, où le premier, on a fait un World Café, où on a réuni ces personnes-là pour qu'ils puissent établir des liens, apprendre à se connaître. Ça a été très bénéfique dans, je dirais, la multitude d'idées qu'il y a eu. Il y en a eu tellement, en fait, que ça a immobilisé les actions et qu'on n'a pas pu aller à l'étape suivante. Donc, on s'est dit, on va changer les méthodes d'animation et on a utilisé la méthodologie des personas, où là, vous avez un exemple de Marie-Ève, 35 ans, qui a été imaginé par nos 5 patients partenaires, où ils ont écrit des scénarios qui ont ensuite été illustrés par une facilitatrice graphique et on a fait des ateliers d'1 heure et demie où on a discuté des différentes interventions avec des groupes hétérogènes sur les possibilités d'orientation, de ressources qui sera données et les conseils qui sera donnés à chacun de ces personnes qui ont été fictivement pensées par nos patients partenaires. Puis ensuite, on a fait un travail sur l'ensemble du continuum depuis la promotion, prévention jusqu'aux soins curatifs avec l'ensemble des participants. Et là, on a commencé à avoir des éléments très concrets pour que les personnes puissent s'engager. Et par la suite, on a fait un atelier délibératif avec des participants qui sont plus à un niveau stratégique au niveau de la province, parce qu'on a 2 organismes communautaires, Vital, Équilibre, qui ont plus des actions au niveau provincial, décideurs aussi autour de la table. Et donc, on a validé avec eux certaines orientations sur ce qui avait été discuté avec l'étude des personas. Et finalement, on a évalué l'action en partenariat de la communauté d'apprentissage où on a pu donc constater que il y avait eu plusieurs secteurs impliqués, mais 4 qui n'étaient pas du secteur de la santé. Tout au long des 3 ateliers, on est passé de la phase d'exploration à la phase de co-construction. Les ressources mobilisées nous ont permis de pouvoir, grâce aux méthodes, excusez-moi, d'animation, on a pu identifier les secteurs manquants, on a pu ajuster, proposer aussi des ajustements dans les pratiques cliniques et identifier des nouveaux acteurs pour pouvoir repenser la manière dont les soins et services sont offerts aux personnes vivant en situation d'obésité sur le territoire, mais aussi prendre soin du continuum dans la population générale pour que ce soit bénéfique à tous les citoyens. L'approche aussi d'animation et la communauté a permis de créer un climat de confiance, de changer les postures des professionnels de santé et aussi d'acquérir un langage commun pour tous, à tel point que lors de certains ateliers, on avait même des participants qui se reprenaient entre eux ou qui se reprenaient eux-mêmes pour renommer ce qu'ils avaient à nommer pour être toujours compris ou consensuel pour tous. Et dans le cadre de cette démarche, on est passé du stade de réseautage à la collaboration intersectorielle. Donc la communauté nous a permis de repenser la santé autrement à l'échelle d'un territoire, de se mettre au service des citoyens, de prioriser les actions de santé ensemble et de mutualiser l'ensemble des ressources pour pouvoir augmenter la capacité d'agir de l'ensemble des acteurs sur le territoire. On souhaiterait adapter cette communauté d'apprentissage en milieu urbain et prochainement, on voudrait le tester à Montréal, dans un GMFU en partenariat avec avec une équipe, avec le Centre d'expertise en santé métabolique pour essayer d'avoir un autre portrait puis voir quelles sont les autres réalités en milieu urbain. Et potentiellement, l'idéal serait aussi de projeter une étude longitudinale pour pouvoir mieux évaluer les effets tant sur les processus collaboratifs que sur les effets sur la santé de ces personnes-là en ayant 2 portraits comparatifs entre qu'est-ce qui se passe en ruralité et qu'est-ce qui se passe en milieu urbain. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est l'équipe avec qui je travaille quotidiennement. Et là, vous avez un petit portrait de nos 2 équipes fusionnées avec ma collègue Nadia Surial, parce que je suis co-titulaire de la chaire de recherche en gestion optimale des maladies chroniques avec elle et on partage l'ensemble de nos ressources. Et c'est un plaisir pour moi de vous partager l'ensemble des personnes, des patients partenaires, des professionnels de recherche, des étudiants qui sont avec nous dans l'équipe pour pouvoir faire avancer tout le travail qu'on fait. Donc, j'ai toujours, c'est pas un travail seul, mais c'est un travail d'équipe qui nous permet de produire tout ce qu'on fait là. Merci beaucoup. Merci.